On a juste fait une toute petite introduction qui est plus une introduction sémantique sur les définitions et vraiment pour recontextualiser cette notion de données incidentes qui font partie de ce qu'on appelle les données additionnelles, qui sont des données pour lesquelles le résultat de l'examen est sans relation directe avec l'indication initiale. Et ces données additionnelles, elles sont séparées en deux groupes. Un groupe qu'on appelle les données secondaires, et ces données secondaires, ce sont des variations pathogènes sans relation directe avec l'indication initiale, mais que l'on va rechercher activement, à la différence des données incidentes qui, elles, sont des variations, hein, dans la définition telle qu'elle est, en tout cas, communément connue aujourd'hui. Donc des variations sans relation directe avec l'indication initiale, mais de découverte fortuite. Et aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit de regarder les données secondaires, mais en revanche, les données incidentes sont, elles, la restitution de données incidentes est-elle autorisée, mais pour l'instant, il nous manque malgré tout des guides de bonne pratique. Donc, ces données incidentes, cette notion, ce terme de données incidentes, il nous est assez familier avec les approches moléculaires. Et dans le dépistage néonatal, finalement, pour éviter d'être confronté à ce type de données incidentes, on peut se dire qu'on va essayer d'avoir des parades qui sont notamment de sélectionner des gènes déjà, donc de ne pas regarder un génome entier. Et puis, au-delà de la sélection de ces gènes, de ne regarder et donc de ne rendre que les variants qui vont être de classe 4 et 5, donc probablement pathogènes ou pathogènes. Mais malgré tout, il restera une incertitude pronostique sur la pathologie que l'on aura dépistée par cette approche, dans la mesure où il existe des variabilités phénotypiques, et puis que pour toutes les maladies, il n'existe pas de réelle corrélation phénotype-génotype. Donc malgré tout, voilà, cette approche sera à l'origine, bien sûr, de nombreuses discussions. Le point sur lequel on voulait un petit peu alerter, c'est que ces données incidentes, elles ne sont pas exclusivement liées aux approches moléculaires, mais elles peuvent également être retrouvées dans des approches biochimiques. Et aujourd'hui, on y est déjà confronté dans notre quotidien de biologiste, mais également dans le quotidien des pédiatres, que dans nos approches biochimiques et nos bilans biochimiques de confirmation, dans les contextes de dépistage néonatal positif, eh bien, on va mettre en place des techniques qui peuvent être des techniques globales, non ciblées, et qui vont nous amener à mettre en évidence ou à faire des diagnostics que l'on n'aurait pas imaginés au départ, et en tout cas, pas des diagnostics pour lesquels les patients, les parents, avec le nouveau-né dépisté positif, sont convoqués. On vous parlera, Stéphanie illustrera les approches multiplexes de ces techniques qui ont été mises en place et qui sont utilisées dans le cadre d'un projet de recherche dans lequel Stéphanie est très impliquée et qui est le projet Lysoneo. Et moi, je voulais simplement un tout petit peu insister sur nos profils métaboliques qui nous permettent parfois de faire d'autres diagnostics chez le nouveau-né que celui qui avait été orienté par le dépistage néonatal. Et ça, c'est vrai qu'on y est tous confrontés dans nos laboratoires. On sollicite énormément les pédiatres impliqués dans le dépistage et toutes ces consultations de confirmation diagnostique. Et donc, on peut être amené à trouver des pathologies qui vont être des pathologies traitables. Donc, on va avoir, avec notre approche biochimique, la possibilité de faire un diagnostic, certes, autre que celui qui était orienté par le dépistage, mais pour lequel on va avoir un diagnostic de certitude et ça sera une maladie traitable. Donc là, finalement, on est assez détendu et j'illustre ce premier point avec l'exemple du déficit en biotinidase. Bon, voilà, on vous dit, c'est pas une acidémie isovalérique, mais c'est un déficit en biotinidase. Finalement, on reste dans un domaine de maladie métabolique traitable et là, bien sûr, le discours va être un tout petit peu différent, mais finalement, l'impact est probablement plus modéré que quand on va mettre en évidence alors une maladie, une non-maladie. Alors c'est vrai qu'on diagnostique parfois ce qu'on appelle des non-maladies, c'est-à-dire des anomalies biochimiques pour lesquelles il n'y a pas de pathologie, en tout cas pas de phénotype clinique associé, mais malgré tout, on a des anomalies sur nos profils et on ne peut pas tellement les passer sous silence. Donc je pense que là,
en termes d'annonce et d'impact de cette annonce, c'est un tout petit peu différent et malgré tout extrêmement important. Et puis, il y a quand même malgré tout des cas où on va avoir, avec ces examens biochimiques, qui sont des tests globaux, une orientation diagnostique avec nécessité d'examens complémentaires qui vont nécessiter des reconvocations, des incertitudes et en plus, parfois, des orientations vers des maladies qui ne sont pas forcément traitables. Et là, on a une vulnérabilité de cette annonce qui est encore différente. Et donc, un point de discussion était, est-ce qu'il faut vraiment, dans nos comptes rendus, se limiter aux maladies traitables ou actionnables, et là, c'est ce qui est traité dans le second atelier, ou faut-il tout rendre? Et finalement, quelle est la place en amont de la prescription de ces tests, finalement, de l'information sur la possibilité ou non de mettre en évidence ces données incidentes par ces approches? Et puis, on peut, par l'intermédiaire de ces profils métaboliques, également faire des diagnostics qui ne sont pas des diagnostics qui vont être réalisés chez les nouveau-nés, mais chez les mamans. Et là, c'est pareil, on a une maman qui est parfaitement asymptomatique. On va avoir un dépistage néonatal positif chez son nouveau-né, et finalement, on va faire un diagnostic, non pas chez le nouveau-né, mais chez la mère. Donc ça, c'est assez classique, entre guillemets, dans le déficit primaire en carnitine, pathologie dans laquelle on va diagnostiquer des mamans avec déficit primaire en carnitine. Donc ça, c'est un tout petit peu frontière avec la définition d'une donnée incidente, mais malgré tout, au départ, le dépistage n'est pas fait pour diagnostiquer des mères, donc malgré tout, on peut considérer ce type de diagnostic comme une donnée incidente. Et également, on a été amené à diagnostiquer chez la maman d'autres pathologies, comme des mères avec une acidurie glutarique de type 1, avec un impact extrêmement important de l'annonce. Ces mamans sont souvent parfaitement asymptomatiques. Alors, il y en a une qui a une petite symptomatologie, mais je ne sais pas si Cécilia est là. Ces deux mamans qui ont été diagnostiquées à Montpellier, et l'autre qui est vraiment parfaitement asymptomatique, qui est infirmière. Mais alors là, il y a un impact bien sûr sur cette maman, mais également un impact de cette annonce sur la famille. Sa sœur est hyper stressée. Enfin voilà, il y a malgré tout des impacts de ces données incidentes du dépistage qui sont extrêmement importants et qu'il faut vraiment prendre en compte. Et puis chez ces mamans, on peut aussi, comme chez les nouveau-nés, trouver ce qu'on appelle des non-maladies, et c'est encore l'exemple de la méthylcrotонylglycinurie qui est vraiment une anomalie biochimique qui aujourd'hui n'est associée à aucune symptomatologie clinique, mais qu'aujourd'hui on rend et que j'imagine vous devez expliquer, mais finalement on ne sait pas trop où on va. Donc la vraie question posée, c'est quelle est la prise en charge qui doit être associée et quid de l'information et de l'impact également sur la dynamique familiale de tous ces diagnostics. Alors, du coup, l'impact sur la dynamique familiale, ça va donc révéler, effectivement, on l'a dit tout au long de la journée, des questionnements très précis. Il y a 2 points qui ont été abordés dans la discussion dans l'atelier. C'est l'étude des fratries asymptomatiques nées avant l'instauration du dépistage néonatal. Effectivement, actuellement, depuis 2 ans, on rend des résultats parfois positifs. Et donc, la première question, bien souvent, la première question, en tout cas, elle vient assez vite après l'annonce du diagnostic chez le nouveau-né, c'est et son grand frère et sa grande sœur, typiquement pour les pathologies comme M4 qui peuvent être aussi symptomatiques ou non symptomatiques initialement. Et donc, ça crée une double surcroît d'anxiété. Du coup, il faut tout de suite parler de qu'est-ce qu'on va faire, qu'il faut prélever les parents, le frère, la sœur. Enfin, voilà. Donc, cette annonce serait ce rendu du résultat du dépistage néonatal par rapport à la fratrie, ça a une incidence très importante. Et des consultations lourdes et assez longues et complexes. Et donc, on l'a dit, on l'a redit, avec derrière toute une organisation du système de soins qui va être et qui est déjà à réfléchir. Et j'ai essayé aussi d'exposer, alors on est à la limite des données incidentes parce que c'est plutôt un protocole de recherche, donc le protocole, l'étude Lisonéo qui a été réalisée en Normandie, qui est donc la recherche, le dépistage néonatal, l'expérience des recherches des dépistages néonatal des maladies lysosomales, dont donc l'objectif principal, c'était d'abord d'évaluer bien sûr la faisabilité en routine pour MPS1 et maladies de pompe. Et on l'a dit, avec les techniques actuellement de biochimie par séquençage,
tout un tas d'autres activités enzymatiques au laboratoire de Mme Bécry peuvent être mises en évidence, diagnostiquées. Et donc, il y a 9 autres maladies pour lesquelles il a été décidé de ne lever l'anonymat et de rendre le résultat qu'après discussion au sein du centre de référence lysosomal. Donc, ce n'est pas vraiment des données incidentes, on est à la frontière, mais malgré tout, c'est des données pour lesquelles les parents n'étaient pas tout à fait prêts à avoir le résultat. En ce qui concerne... je voulais juste revenir sur 2 cas cliniques que j'ai exposés. Je n'ai pas repris tous les résultats de l'Isonéo. J'ai repris en particulier l'annonce d'une maladie de pompe. Ça, c'était au tout début du protocole l'Isonéo, où on dosait l'activité enzymatique dans un premier temps, puis on appelait les parents pour confirmation et on faisait l'analyse génétique secondairement. Et on a eu le résultat d'une maladie de pompe qui a généré beaucoup d'anxiété dans la famille. C'était une famille de Caen. Et le diagnostic moléculaire, finalement, était plutôt un variant de signification inconnu, et en tout cas une forme plutôt polysymptomatique ou non symptomatique. En tout cas, c'était difficile de conclure sur le non symptomatique ou polysymptomatique. Et finalement, il était décidé de ne pas suivre cette famille. Et c'est vrai que là, l'impact, il a été très lourd parce que il y a eu l'angoisse de la première annonce, puis finalement, pas de maladie. Et il faudrait qu'on revoie cette famille probablement dans quelques mois, quelques années. Je ne sais pas quel impact ce sera à long terme. Et j'ai l'histoire aussi d'un autre dépistage qui était pour MPS7. Donc là, c'était plutôt l'étude, on va dire, ancillaire. Un diagnostic avec une activité... Et pour rebondir sur le diagnostic de maladie de pompe, de là avait été décidé de combiner dans les rendus ultérieurs activité enzymatique et génétique d'emblée pour essayer de justement limiter ce genre d'annonce trop précoce. Et c'est vrai que le fait de faire la génétique combinée d'emblée au diagnostic biochimique a permis de limiter des annonces trop précoces et des appels pour des faux positifs. Et donc, le cas clinique d'une patiente MPS7 qui a maintenant 3 ans, donc a été une activité enzymatique dosée sur le buvard à la naissance, un profil des glycosaminoglycanes urinaires compatible avec la pathologie. Je passe sur les détails. Une petite fille qui va très bien. On avait décidé, malgré tout, de lever l'anonymat avec, de la génétique. On était sur des variants pour elle qui étaient de signification inconnue, non rapportée dans la littérature. Elle était homozygote, rapportée chez les 2 parents. Et on a décidé de lever l'anonymat pour pouvoir la suivre. Donc là, elle a 3 ans, elle va très bien tant au plan clinique, elle va à l'école, elle est parfaitement autonome. Elle a toujours un profil de gag qui est un peu pathologique. Et c'est vrai que quand je discute avec cette maman qui suit très bien tout ce que je lui dis de faire, et je la vois tous les 6 mois, qui quand même régulièrement me demande mais est-ce que je la considère malade ou pas malade. Et c'est vrai que, voilà, pour dire que ça... l'impact, il est quand même important. Et c'est vrai que ça a été une étude qui a permis de réfléchir à beaucoup de choses. Et je rebondis aussi sur ce qui a été dit, et ça m'a permis de réfléchir aujourd'hui sur le moment où on fait l'information de ce protocole ou quand on fera le dépistage néonatal. C'est vrai que nous, pour des raisons pratiques, clairement, il était proposé en maternité à J3 en même temps que le dépistage néonatal classique. C'était, entre guillemets, c'est des raisons pratiques. Et bien sûr que l'information, elle était encore moins bien et moins suffisamment fournie que pour le dépistage néonatal classique. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis que cette étude, on aurait peut-être pu la monter autrement et proposer de prélever les enfants un peu plus tard, en fait, à un autre moment qu'en maternité. Alors, je ne sais pas comment ça aurait pu se faire en termes de logistique, mais probablement que sur le terme de l'information, il y a quelque chose qui doit être rediscuté. Et donc, pour revenir sur la spécificité du contexte familial, on en a largement discuté cet après ce matin. Les données génétiques, c'est des informations qui concernent certes l'individu, mais aussi la famille. Il y a une notion de risque partagé. Il y a une opposition entre le secret médical et le devoir d'information. On a vu que ça a généré des risques de situations conflictuelles, d'angoisse bien évidemment, parfois de soulagement. Donc en tout cas, ça va... générer des modifications de perception. Ça génère chez la famille, les parents, des modifications de perception dans l'avenir de leur enfant, des tiers de la famille.
Et bien sûr, on a soulevé le sentiment de responsabilité pour les parents qui est extrêmement complexe. Donc voilà. Je ne sais plus si c'est tout. Donc le dépistage pour la porte à diagnostiquer d'autres formes de maladies connues, on l'a dit, des formes peu, voire asymptomatiques, à révélation tardive. Et donc, on vient sur les questions de temporalité de l'information, à quel moment il faut parler de ce dépistage néonatal élargi. On a parlé du calendrier de suivi de grossesse avec la CPAM. Est-ce que finalement, il ne pourrait pas y avoir un message un petit peu automatique avec la consultation du dernier trimestre, avec l'information de ce dépistage néonatal? Un entretien prénatal précoce. Alors, en fait, il existe, mais ce qu'on a aussi discuté, c'est que finalement, les familles qui demandent cet entretien prénatal précoce, c'est souvent des familles qui ont déjà un niveau d'information souvent assez important et en général, on n'a pas cet entretien prénatal précoce pour toute la population. Dans des consultations de préparation à la parentalité, mais on revient sur la même chose, ça existe déjà, mais finalement pour très peu de personnes. Donc voilà, et probablement qu'il faut l'aborder à plusieurs reprises, et probablement qu'il faut l'aborder même bien avant l'anténatal, au niveau de la société, peut-être au niveau, je sais pas, des cours d'éducation civique. Enfin, en tout cas, ça doit faire partie d'un problème de société dans l'avenir. L'importance de donner du temps de réflexion, on l'a vu, alors que bien souvent, et en particulier là, si je repense à l'isonéo, c'est sûr qu'il fallait donner son accord tout de suite à la seconde quand on prélevait l'enfant. Donc c'est sûr qu'il faut un temps de réflexion avant de pouvoir donner son avis et pour recueillir le consentement. Et on a aussi du coup énormément discuté sur l'enjeu majeur de l'adaptation nécessaire du système de soins avec des ressources humaines importantes, pas que médicales et surtout pas que médicales, des consultations couplées bien sûr avec les psychologues. Quand on rend ces résultats, c'est indispensable. Et donc, on a fini l'atelier avec surtout beaucoup de questions, finalement. Quand rendre une donnée incidente? Quels sont les critères? Est-ce que c'est seulement la validité scientifique? Est-ce que c'est juste le fait qu'il y ait une utilité clinique, un acte de prévention derrière? On a reparlé, mais on en a déjà beaucoup parlé ce matin, des limites de ce consentement éclairé comme il est proposé actuellement. Est-ce qu'il est bien compris? Est-ce qu'on arrive à aborder tous les champs des pathologies qui seront éventuellement visibles et trouvées? Que par ailleurs, si on ajoute le fait que beaucoup de prélèvements, alors là c'est plus le dépistage, mais de prélèvements de ces génomes sont faits en trio, et bien c'est conscient d'éventuelles données additionnelles, elles vont se reposer pour chacun des parents et de l'enfant. Donc voilà, donc une lourde responsabilité des professionnels de santé dans leur ensemble, nécessité de réorganisation du système de soins, c'est certain. Bien sûr, des protocoles de restitution, des recommandations qui doivent être homogènes. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques disparités nationales, rien qu'avec ce qui existe actuellement. L'accompagnement psychologique qui paraît indispensable et qui va nécessiter là encore de la ressource. Et pour finir, la question de est-ce que la santé d'un individu est évidemment pas dépendante uniquement de son génome, et du coup, il faudra bien sûr prendre en compte tout ça, l'environnement, l'épigénétique. Voilà, je vous remercie. Avec Delphine Héron, on a eu le plaisir d'animer l'atelier sur l'actionnabilité avec un groupe très varié dans les métiers. Voilà, c'était extrêmement enrichissant, intéressant. Donc l'objectif, c'était d'essayer de définir cette notion qui est pas forcément... enfin, comme ça peut paraître simple, mais... dans son appréhension, mais plus compliqué dans sa mise en œuvre, disons. La question initiale est assez récente, c'était de 2018, mais on verra qu'en fait, c'est la même question depuis 40 ans. Hein. Donc, donc, la question, c'était, avec le développement du NGS, qu'est-ce qu'on fait de ces données incidentes? Voilà, donc c'était dans le cadre là de patients adultes. Et donc, la définition qu'ils avaient apportée de l'actionnabilité, c'était la possibilité de mettre en œuvre une intervention clinique pour prévenir ou réduire un risque de santé futur
Vous voyez, bon, là on parlait de patient adulte, mais finalement, ça peut très bien se transposer au dépistage néonatal. Alors, j'aurais presque envie de dire que c'est peut-être le dépistage néonatal qui était l'inspiration de ça, parce que le dépistage étant largement plus ancien. Alors, l'actionnabilité, on va se poser quelques petites questions. On s'est posé quelques petites questions de définition. On s'est dit, OK, il y a les notions de curable, de traitable, d'actionnabilité, de non traitable. Qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, en fait, tout ça, c'est l'actionnabilité. Hein. Sauf que les niveaux le plus élevés de l'actionnabilité, c'est tellement actionnable que c'est curable. Si on est un peu moins top, on est traitable. Et après, s'il n'y a pas de traitement, on est non traitable. Donc voilà, donc c'est actionnable qui est ce spectre qui va de non traitable jusqu'à curable. Bon, certes, dans les maladies du dépistage, maladies génétiques, on n'est pas dans la pyélonéphrite, donc au niveau curable, c'est un peu plus compliqué. Alors, ça va être quoi les variables qui vont permettre de définir cette actionnabilité, parce qu'il n'y a pas vraiment... qu'est-ce qui fait qu'une maladie va pouvoir être prise en charge de manière efficace? Donc, on a évoqué plein de choses. Alors, des variables qui sont en rapport avec la maladie. Donc, c'est sûr que si la maladie, son histoire naturelle, l'efficacité... Enfin, il y a 2 patients dans le monde qui ont été traités, qui ont été prises en charge, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la population générale de l'efficacité d'une prise en charge? On ne pourra pas. On s'est posé plusieurs questions, des questions aussi comme s'il y a des maladies où il y a 2 génotypes, 2 phénotypes. Hein, comme on peut avoir des formes sévères néonatales d'une maladie et puis des formes adultes polysymptomatiques. Donc comment on peut coter forcément, la proportion entre ces 2 populations doit faire jouer l'actionnabilité de la maladie. Voilà. Ou alors, si une maladie atteint plusieurs organes, est-ce qu'il faut faire un score d'actionnabilité par organe? C'est ce qui avait été évoqué il y a quelques années, mais le plus simple, c'est comme d'avoir quelque chose qui englobe le tout. Ce qui permet d'aller sur les variables en lien avec le traitement, parce que l'actionnabilité vis-à-vis du traitement, on se dit bien sûr, si c'est le traitement, il marche, voilà, sur les symptômes de la maladie. Ouais, mais s'il marche que sur certains symptômes de la maladie, comment on fait pour coter ça? Donc peut-être que juste se dire que ça traite la... donc on s'est dit qu'il fallait peut-être être un petit peu plus large et puis se situer un petit peu au niveau de la santé globale de l'enfant, que ce soit voir sa qualité de vie sous traitement ou le handicap résiduel sous traitement. Voilà. Donc quelque chose qui soit un peu plus large, voilà, donc qui implique sous traitement, est-ce qu'il y a encore des soucis? On a évoqué aussi une proportionnalité entre les risques du traitement et la sévérité de la maladie, parce que si la maladie est assez bénigne, déjà je ne sais pas trop pourquoi on ferait le dépistage, mais on ne va pas faire une transplantation, voilà. Donc il faut que ces 2 éléments, sévérité de la maladie et risque du traitement, se contrebalancent bien. Et après, on s'est dit, OK, mais il y a certaines maladies, en fait, si on attend les premiers symptômes, il n'y a pas vraiment de perte de chance. Et puis, il n'y a pas de perte de chance parce que, OK, le premier symptôme, il peut être assez facile à diagnostiquer, il peut être parfaitement pris en charge sans pour autant que ce soit péjoratif, un début tardif de traitement, que ce soit péjoratif pour le long terme. Peut-être que ces maladies-là, c'est peut-être pas nécessaire de les dépister parce que il n'y a pas de perte de chance. Et par contre, ce qu'on gagne, c'est quelques mois ou quelques années d'innocence et une sorte de lune de miel. On n'est pas anxieux parce qu'on n'est pas dans la crainte de devenir malade. Enfin, des variables en lien avec le test de dépistage. Et on avait beaucoup discuté dans la filière avec, par exemple, la leucinose.
où, avec le dépistage biochimique, dont on a le résultat aux alentours de 6-7 jours de vie, on est tout juste bon, parce que c'est une maladie qui se déclenche à une semaine de vie. Voilà. Donc, vis-à-vis d'un dépistage biochimique, on est à peu près dans les clous avec l'intervention, le programme de dépistage qui permet de traiter dans les temps. Mais par contre, pour un dépistage génomique où actuellement c'est à 3 ou 4 semaines de vie, ou même 2 semaines de vie, qu'on a le résultat, ce serait trop tard. Donc l'actionnabilité aussi dépend de paramètres au niveau de ce test de dépistage. On a parlé aussi d'autres paramètres d'interprétation du test, auxquels on s'attendait un petit peu plus ici. Donc, sur la pénétrance, sur l'interprétation de certains variants. Alors, comme ça, on arrive finalement à des scores, finalement à des scores d'actionnabilité. Il y en a déjà plusieurs qui ont été proposés. Alors là, c'est un score qui est sur 4 critères. Sévérité de la maladie, pénétrance, efficacité de l'intervention thérapeutique et la nature de cette intervention. Donc là, il y a quelques années, c'était 4 critères. Après, on a vu que à chaque fois, on essaye d'affiner les choses parce qu'on se rend compte que le score peut être pris à défaut sur certains aspects et on arrive à des scores qui sont de plus en plus riches en nombre de critères. Et quand on voit la dernière version donc, de la commission scientifique, c'est ce qu'on a dû remplir pour PGC2, donc, où il y a 16 critères répartis en 3 domaines. Voilà. Donc là où on s'est dit, OK, maintenant on a un score, on va voir une maladie qui a une note. Donc là, c'est pour ce score-là, mais pour les autres, c'était à peu près la même chose. Sur ce score-là, c'est un score sur 100%. Enfin, voilà. Donc bien sûr, si c'est 100%, c'est le top. Si c'est 0%, c'est vraiment nul. Mais d'où ça vient qu'on peut dire que le seuil pour dire qu'une maladie soit bien pour le dépistage soit 80%. Qu'est-ce qui fait qu'on fixe le seuil à un certain niveau et pas plutôt 70% ou 50% ou 90%? Voilà. Donc quel seuil pour être actionnable? Parce que on a peu le choix, tout est possible. Et pour cette partie-là, on s'est dit que ça ne devait pas reposer sur les critères qu'on a vus jusqu'à présent, mais qu'il devait y avoir d'autres éléments à prendre en compte. Et ces éléments à prendre en compte, donc c'est à peu près ce qu'on a listé, mais probablement il y en a d'autres. Donc il peut y avoir... Bon, alors il y a un truc qui est un peu facile. Voilà, s'il y a un lobby de sociétés savantes, d'associations, d'industriels, je ne sais pas, qui poussent vraiment une maladie, pour l'HAS, ça va arriver en haut du panier. Donc subitement, cette maladie sera plus actionnable. Alors, bon, ça c'est une première manière de voir les choses. Après, une autre raison, ça peut être tout simplement budgétaire, c'est qu'on a vu que là, avec le dépistage 7 maladies de plus en 2023, on était en sueur à force de voir des patients, enfin au moins au début, après ça a été mieux. Si on en met 100 en plus, avec des faux positifs possibles, etc., est-ce que le système de soins va le permettre? Voilà, est-ce qu'on va avoir assez de bras et assez de temps pour accompagner comme il se doit les enfants et leurs familles? Ensuite, on a évoqué des raisons plus sociétales, psychologiques, éthiques, sur l'acceptation, la perception de la maladie et du handicap dans la société, sur l'intérêt pour la société ou l'intérêt individuel d'avoir un diagnostic précoce, même si la maladie est un peu moins traitable. Voilà. Donc,
cette actionnabilité, donc c'est à la fois simple mais complexe. Voilà. C'est un score multiparamétrique qui n'est pas figé, et on a vu qu'au fur et à mesure, on rajoute des paramètres et des paramètres et des paramètres, ce qui fait qu'à un moment, certainement, les paramètres les plus importants vont être dilués. S'ils sont dilués, ça veut dire qu'il va falloir mettre des pondérés, mais voilà, ça va être encore un peu plus touffu, et il faudra revenir à quelque chose de plus simple. Donc, voilà. Donc là, on est encore dans la phase d'extension, mais il faudra s'attendre peut-être qu'à un moment, ça rediminue. Voilà. Donc l'actionnabilité, c'est la rencontre de la maladie, du traitement, de la technique de dépistage et de la société. Voilà. Je ne peux pas croire que tu aies préparé ça en une demi-heure pendant la pause, Jean-Baptiste. Ou alors, dis-nous quel est ton secret. C'est pas possible. Alors là... Oui, anti-sèche. Exactement, tout était préparé à l'avance et complété. Ouais. Alors, nous n'allons pas vous présenter un diaporama, puisque nous avons choisi de faire un WooClap pour pouvoir laisser la parole émerger le plus librement possible. Mais on va vous présenter ce qui est sorti de cet atelier, justement. Et avec son accord, c'est Monsieur Liandier, le vice-président de l'association des patients AG1, qui va nous présenter cette restitution. Comme le précisait Madame Ben-Simon, donc là on est sur un travail spontané dans un cadre qui a été quand même préparé et proposé à notre atelier. Donc l'objectif de l'atelier, donc c'était donc le dépistage néonatal dans le prisme de l'annonce. Voilà, de l'annonce et de la prise en charge de la famille. Donc, le cadre proposé, on avait un cadre proposé sur 3 axes. Alors, je vais quand même les rappeler, hein, avec une ouverture évidemment sur d'autres propositions. On avait un premier axe de réflexion qui était sur le temps de l'annonce, un second qui était sur l'effet de l'annonce, et le troisième axe qui a suscité beaucoup finalement d'intérêt, mais qui arrivait sur la fin et on n'a pas pris le temps de l'approfondir, qui est l'incertitude, la traversée de l'incertitude. Donc, on aura peut-être d'autres échanges là-dessus plus tard, mais en tout cas, on a été un peu frustrés sur la fin parce qu'on avait envie de continuer sur cette partie-là. Donc l'objectif de cet atelier, hein, c'était essentiellement d'identifier et de mettre en lumière les enjeux principaux liés à cette annonce et à la prise en charge qui s'ensuit. On va dire la thématique principale, c'était la temporalité, hein, tout ce qui est le temps, la gestion du temps, autour de l'annonce, hein, pendant l'annonce, mais aussi autour de l'annonce, avant, après. Donc on a beaucoup échangé sur toute cette temporalité. La liste on a tenté de faire une synthèse justement des enjeux qui nous ont paru les plus importants. Donc vous les voyez à l'écran, hein, par ordre. Alors, de temporalité, c'est chose étonnante, mais aussi finalement de priorité, d'importance. Hein. Donc, on a pas mal échangé sur l'importance de l'information. Tout le monde est conscient que c'est très important justement d'annoncer en amont et de préparer les familles à cette annonce. Hein. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, il y a un enjeu énorme là-dessus, puisqu'on se rend compte que c'est une brique importante dans toute cette... l'acceptation dans vraiment la temporalité de cette annonce. On a beaucoup insisté sur la présence des parents au moment du diagnostic, évidemment, enfin de l'annonce du diagnostic, évidemment, mais au moment qu'il soit là physiquement quand les actions préliminaires du diagnostic sont réalisées, donc le fameux BUVAR. On a échangé pas mal aussi sur l'annonce par téléphone, donc chose étonnante, hein, enfin l'annonce. Je me corrige, pas l'annonce, mais le protocole pour prévenir les parents de l'éventualité de la maladie
et du fait qu'il fallait qu'ils soient rapidement pris en charge et qu'ils doivent valider, enfin confirmer que effectivement leur enfant est malade ou pas. La nécessité que l'ensemble des parents soient disponibles et soient là, ça nous a paru important. Et jusqu'où aller, alors dans cette annonce, c'est toujours pareil, dans ce premier coup de téléphone, jusqu'où est-ce qu'on doit aller pour préparer les parents en les épargnant peut-être de certaines choses, modérer, hein, c'est le troisième élément, hein, modérer l'impact que ça va avoir sur leur vie, sur leur quotidien, enfin, le jour de l'annonce, mais aussi sur comment ils vont ressentir tout ça dans le futur. Autre enjeu identifié dans ce groupe de travail, c'est la difficulté que pourraient avoir justement les parents, mais aussi leur entourage, sur la compréhension de ce que sont ces maladies rares, d'où l'importance du premier élément, l'information en amont. Voilà. Autre enjeu d'importance, hein, la deuxième annonce, donc ça, on reviendra sur la citation de Loïc tout à la fin, mais l'annonce, en fait, en entraîne d'autres, finalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi qui a surgi du groupe de travail, c'est que cette première annonce, finalement, elle va être répercutée de diverses manières vers divers intervenants, que ce soit la famille proche, médecin traitant, les PMI, l'enfant doit être gardé en crèche, voilà, tout ça, ça va être à assumer peut-être par les parents, voilà, pour le coup, sûrement par les parents. Et les questions sur la transition à l'adolescence et comment les parents... donc ça, on est toujours dans cette notion de temporalité, c'est que l'annonce, ça déclenche finalement toute une série d'événements qui vont s'écouler au fur et à mesure du temps et qui vont devoir être assumés par tout plein d'intervenants, notamment la famille et voire même l'enfant quand il devient adulte. Et donc voilà, je finis par la fameuse citation de Loïc. Finalement, ce n'est pas une annonce, hein, c'est une succession d'annonces auxquelles on a affaire à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il y a plein d'annonces. Donc, il y a un S, je prends la responsabilité de la faute d'orthographe. Merci, Paul-Lou, de venir nous retrouver. Alors, on va conclure la journée. J'ai beaucoup parlé dans l'introduction, donc je vais juste être très rapide. Je voudrais te remercier, vraiment très sincèrement, de nous avoir accompagnés et dans la pérennisation de ce groupe et dans la réalisation de cette journée. Moi, je ne m'en sentais pas capable, sincèrement, donc merci beaucoup. Et je voulais remercier aussi la filière qui nous permet vraiment de développer plein de projets et dont je pensais ne pas non plus être capable. Donc merci beaucoup de nous permettre d'avoir des groupes de travail et de pouvoir organiser des journées comme celle-ci. Et merci à tout le groupe de travail, à toute l'équipe et à vous tous et toutes d'être venus aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à vous de m'avoir associé à cette réflexion, d'avoir associé l'espace éthique. Je vais un peu conclure comme j'ai commencé. Soyez les bienvenus à nos ateliers, à nos rencontres qui sont visionnables en visio à des heures un peu tardives, mais néanmoins, voilà, à 18h15, 20h30. Donc sur la génétique, la procréation, la greffe, ça peut aussi vous intéresser. Sur les neurosciences, peut-être moins, quoique je ne sais pas. Voilà, vous avez le flyer à l'entrée. Et puis j'ai trouvé cette journée vraiment passionnante de bout en bout, l'atelier de cet après-midi comme les interventions de ce matin. J'ai trouvé que si je devais retenir des choses, je ne vais pas refaire une intervention, il n'en est pas question, on est tous très fatigués, mais c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ne changent pas, je crois, c'est de ce que j'ai compris, même s'il y a beaucoup de choses qui changent avec le séquençage génomique. Il y a peut-être une différence de degré dans les interrogations qui se posent, mais peut-être pas une différence de nature. La question de la perte de chance, du non-dépistage, il me semble qu'elle était déjà présente quand les Wilson et Jungner ont pensé le dépistage. Voilà, il y a un grand nombre de choses
qui ne change pas. Je repense aussi à une chose qui m'a marqué, c'est cette réflexion sur l'obligation, cette réflexion de Delphine Héron disant à partir du moment où l'État considère que le dépistage est une bonne chose, pourquoi ne pas le rendre obligatoire comme la vaccination finalement? Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de cohérence à le faire? Et qu'est-ce que ça veut dire de donner aux personnes la liberté de le refuser? Voilà. Ou est-ce qu'il faudrait aller vers un dépistage dont on dirait, voilà, c'est à votre disposition, vous faites ce que vous voulez, nous on pense que c'est bien, mais c'est à vous de décider. Voilà. Et peut-être qu'avec justement le séquençage génomique et la multiplication des cas frontières, des cas difficiles, la question de l'information devient plus qu'essentielle, parce qu'elle devient beaucoup plus complexe, et en même temps la possibilité d'un refus et doit être maintenue dans ces conditions. Voilà. J'ai pas de choses beaucoup plus intelligentes à rajouter que ce qui a déjà été dit. Non, mais merci à tous, parce que c'est surtout votre présence à tous, votre intérêt, votre participation qui ont fait que cette journée, elle a été très enrichissante, je pense, pour nous tous. Donc, merci d'être venus. On espère surtout vous voir arriver nombreux au groupe éthique, en vrai, parce qu'on a plein d'autres sujets à discuter.